Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Voici ce qui domine l'actualité. Le président de la République a regagné Abidjan ce samedi. Alassane Ouattara a effectué une visite d'État en Afrique du Sud. Le chef de l'État fait le bilan de ce séjour. Il se réjouit des entretiens avec son homologue sud-africain et de la signature de 6 nouveaux accords, des accords qui renforcent leurs relations et le partenariat. Dans 3 ans, un centre hospitalier universitaire sera ouvert à Bobo. Le Premier ministre Patrick Achi a posé la première pierre du CHU attendu en 2025. L'infrastructure sanitaire sera le plus grand du pays avec une capacité de 600 lits. Il est prévu les services de pédiatrie et de néonatologie de pointe, mais aussi de médecine générale. L'an 62 de l'indépendance de la Côte d'Ivoire se prépare à tous les niveaux. L'événement sera célébré à Yamoussoukro, dans la capitale politique. En plus de la prise d'armes, un défilé militaire, les civils seront aussi impliqués. Les étudiants de l'université Félix Houphouët-Boigny s'activent et les répétitions vont bon train. La Côte d'Ivoire et le Burkina Faso luttent contre la vulnérabilité des populations frontalières. À l'Ali-Rabat, dans le département de Ouangolo, ils ont lancé un projet de consolidation de la cohésion et de prévention des conflits. 2,6 milliards de francs CFA pour mener des actions de consolidation de la paix. Durant 4 jours, les entreprises nationales et internationales vont à la rencontre des opportunités de la région, des conférences, animations culturelles, échanges et découvertes des plateaux qu'offre la semaine du Kourbi à Bondoukou. L'événement culturel permet de valoriser la singularité et la pluralité de la richesse de cette partie de la Côte d'Ivoire. Le rideau s'est refermé sur la 6e édition en juin 2022. Nous allons en parler avec notre invité de la page culture, M. Issoufou Ouattara. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le commissaire général de cette semaine du Kourbi. En un mot, dites-nous comment s'est passée cette 6e édition. Très bien. C'était une amélioration des autres éditions passées. Et la 6e édition a vu parfaire les imperfections des éditions antérieures. D'accord, on en reparlera tout de suite, le temps de faire le tour de l'actualité. Et on retient que le président de la République et la première dame, Dominique Ouattara, sont de retour ce samedi d'Afrique du Sud. Alassane Ouattara y était en visite officielle. Il se réjouit de ce déplacement à l'invitation de son homologue sud-africain. 6 nouveaux accords signés pour renforcer davantage la coopération entre les deux pays, la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud. Nous reviendrons sur le point de cette mission en Afrique du Sud. Et en Afrique du Sud, justement, la Côte d'Ivoire rend hommage à Jessie Duarte, la secrétaire générale par intérim de l'ANC, est décédée début juillet. La ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, a pris part aux obsèques de cette grande figure politique sud-africaine. La défunte était une militante anti-apartheid. Kandia Camara et Jessie Duarte s'étaient rencontrés en 2018. Elles avaient parlé du renforcement de la coopération entre leurs 2 partis politiques. Et c'est une nouvelle offre de soins de santé de qualité qui est attendue en 2025. Le Premier ministre Patrick Achi a posé la première pierre du CHU d'Abobo. Aujourd'hui, 80 milliards de francs CFA d'investissement, ce sera le plus grand du pays avec 600 lits. Ce centre hospitalier mettra un accent particulier sur les femmes et les enfants. Alexis Oudraogo. Voici le futur CHU d'Abobo. L'ouvrage sanitaire sera le plus grand du pays, avec une capacité d'accueil de 600 lits et un accent particulier à la santé du couple mère-enfant. Ce samedi, dans la commune d'Abobo, le Premier ministre a procédé à la pose de la première pierre de l'édifice, au grand bonheur des populations. Je suis vraiment dépassé par l'acte que le président Alassane Ouattara pose. Il faut dire qu'il a changé le visage de ce pays, du pays de la Côte d'Ivoire. Si on a un su, ça va tout nous arranger. On ne va pas dépasser beaucoup pour aller loin. La santé est l'alpha et l'oméga de tout développement. Merci, Monsieur le Président, pour tout ce que vous faites pour la population de la Côte d'Ivoire et singulièrement pour la population de la commune d'Abobo. Ça permet de prendre en charge les malades qui sont évacués de l'Est, à Bangourou, Bondoukou, Bouna, Agboville et même ceux qui viennent de l'autour du Nord. Infrastructure à la pointe de la technologie, le centre devrait renforcer le dispositif hospitalier universitaire dans le pays, conformément à la volonté du chef de l'État. Cet établissement était attendu par Abobo et les Abobolais. Une commune telle que la nôtre, avec la densité de sa population, environ 1 400 000 habitants, qui plus est,
constitue une plaque tournante dans le tout Abidjan, mérite une telle infrastructure. Nous avons attendu parce que nous avons une totale confiance dans nos autorités. Comment pourrais-je dès lors m'empêcher de traduire notre gratitude au maître d'ouvrage de ce grand projet? Il s'agit du président Alassane Ouattara, l'ange gardien d'Abobo, notre fierté. D'un coût global de 80 milliards de francs CFA, le CHU d'Abobo sera livré dans 36 mois à la date précise du 1er juillet 2025. En plus des services classiques d'un centre hospitalier universitaire, le CHU d'Abobo disposera d'une grande unité d'hémodialyse et du plateau technique pour y effectuer des greffes de reins, pour l'heure réalisées en l'Institut de cardiologie d'Abidjan. Le CHU d'Abobo sera également doté d'une unité ultramoderne de pédiatrie et de néonatologie pour la prise en charge des bébés prématurés. Ce sera le plus important centre de pédiatrie de la sous-région ouest africaine. Le CHU disposera de 5 autres pôles dans les pôles tête et cou, ostéo-articulaire, abdomen, médecine générale et infectieuse. Il y a un peu plus de 60 ans, je vivais moi-même ici à Abobo et à Bobo à Keikwa. De ma tendre enfance, quelquefois malade, le centre de soins le plus proche d'Abobo était une clinique près du cinéma Roxy à Adjamé. La providence et le hasard du destin a voulu que je sois là, dans cette fonction, au moment où on pose un acte si important pour transformer la vie des gens, améliorer la qualité de leur santé, presque une génération seulement après nous. Cette action volontariste pour une santé publique plus efficace, avec des plateaux techniques de meilleure qualité, mieux répartis sur notre territoire et des personnels plus nombreux et mieux formés, trouve son prolongement dans notre plan national de développement 2021-2025, avec un montant cumulé de plus de 1 000 milliards de francs CFA pour les projets en faveur de la santé. Le chef du gouvernement exhorte les équipes sur le terrain à la rigueur dans le travail. Patrick Hachi a surtout remercié les populations pour leur accompagnement constant à la vision du chef de l'État. Abobo est en chantier, Abobo est en progrès, Abobo sera demain cette cité moderne, fluide, complète, où l'on vivra encore mieux, plus heureux et plus longtemps. Oui, vous avez raison de faire confiance au président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara et à l'ensemble de son gouvernement. Oui, vous avez raison de suivre ceux qui parlent peu mais agissent pour changer votre vie de tous les jours et le prouvent depuis une décennie. Inauguration des CHR d'Abouasso, d'Adjamé, de Daloa, d'Adzopé et San Pedro. Mise en route des hôpitaux généraux de Yopourouati et Méagui, du service gynécologique du CHU de Trècheville ou encore des urgences du CHR de Séguila. La carte sanitaire du pays se transforme un peu plus chaque jour pour le plus grand bonheur des populations. Et on revient sur cette mission sud-africaine. Le président de la République est de retour d'Afrique du Sud. Alassane Ouattara était en visite officielle. Il se réjouit de ce déplacement à l'invitation de son homologue sud-africain Cyril Ramaphosa. 6 nouveaux accords pour renforcer davantage la coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud. Je vous propose d'écouter le président de la République, Alassane Ouattara, au terme de sa mission en Afrique du Sud. Comme vous le savez, j'ai effectué à l'invitation de mon frère, le président Cyril Ramaphosa d'Afrique du Sud, une visite d'État en Afrique du Sud du 20 au 23 juillet dernier. C'était la première visite d'État d'un chef d'État ivoirien en Afrique du Sud, et donc c'était une visite historique dans ce sens. Et j'étais accompagné d'une forte délégation, comprenant les ministres Kandia Kamara et Kobena Kwasi Adjoumani, le ministre directeur de cabinet, Fidel Sarasoro, le ministre secrétaire général de la présidence, Abdourahmane Sissé, le ministre conseiller spécial Ali Koulibaly, ainsi que
plusieurs autres ministres du gouvernement, puisque nous avions de nombreux secteurs à examiner. Au niveau des hommes et des femmes d'affaires, la délégation donc ivoirienne était composée de plus de 70 personnes. Je voudrais réitérer mes vifs remerciements au président Cyril Ramaphosa, au gouvernement et au peuple sud-africain pour l'accueil chaleureux qui nous a été réservé à la délégation et à moi-même. Remercier à nouveau le président Cyril Ramaphosa de m'avoir élevé dans l'ordre le plus élevé, la plus haute distinction, ce qui est un grand honneur pour notre pays et une immense fierté pour nos concitoyens et moi-même. Alors, nos échanges ont porté sur plusieurs points. Je rappelle que nous avons, à l'occasion de sa visite officielle en Côte d'Ivoire, signé 8 accords, dont 6 ont déjà été ratifiés. Et cette fois-ci, nous avons noté le dynamisme de la coopération entre nos deux pays et l'intérêt croissant des entreprises sud-africaines pour la Côte d'Ivoire et des entreprises ivoiriennes aussi pour l'Afrique du Sud, ce qui est une bonne chose. Et comme vous le savez, nous encourageons nos entreprises à prospecter au-delà de notre pays et je me réjouis qu'ils étaient nombreux, les hommes d'affaires, à participer à cette mission. Et nous avons aussi convenu qu'il fallait renforcer davantage nos relations commerciales. Et ceci a bien démarré, puisque dans les 6 premiers mois de cette année, nos échanges ont augmenté de manière extraordinaire. L'ouverture récente de la ligne Abidjan-Johannesburg de la compagnie Air Côte d'Ivoire contribue à booster ces échanges. Et nous avons, à cette occasion, signé 6 nouveaux accords de coopération entre l'Afrique du Sud et la Côte d'Ivoire, et notamment dans le domaine du développement et inclusion sociale, la coopération économique, la promotion du commerce et des investissements, ainsi que des transports. Alors, au cours du forum, nous avons fait un développement sur la situation en Côte d'Ivoire. Nous avons montré les atouts de notre pays, aussi bien au plan économique, une économie performante, avec peu d'inflation par rapport aux autres pays, également un dynamisme reconnu, une maîtrise importante au niveau de la sécurité malgré les difficultés à nos frontières. Et cela a été un véritable succès et j'ai encouragé les entreprises sud-africaines à venir investir en Côte d'Ivoire, notamment dans les domaines de la défense, des équipements pour la lutte contre le terrorisme et aussi la transformation des matières premières, notamment le café, le cacao, la noix de cajou, ainsi que dans le domaine artistique. Et avec le président Ramaphosa, nous avons échangé longuement sur la situation, bien sûr en Afrique de l'Ouest, mais également la situation en Afrique australe. Comme vous le savez, il y a certains pays tels que le Mozambique et d'autres qui ont des difficultés de terrorisme, et comme ici le Mali, le Burkina et la Guinée. Et nous sommes convenus qu'il fallait tout faire pour renforcer la paix et la sécurité dans nos régions et sur le continent africain. Nous avons évoqué aussi la crise russo-ukrainienne et son impact sur les pays africains, notamment en matière d'inflation et également en matière de disponibilité des céréales, bien sûr du carburant et des engrais. Et sur toutes ces questions, nous nous sommes réjouis vraiment de notre parfaite convergence de vues. Et ceci est important. L'Afrique du Sud est un pays important non seulement sur le continent africain, un pays membre du groupe des 20 au niveau des instances internationales, donc qui porte la voix de l'Afrique à chaque occasion, à l'occasion de ces réunions, et est souvent invité aussi au niveau du groupe des 7
pour donner avec le président de la conférence des chefs d'État de l'Union africaine le point de vue du continent. Nous sommes convenus de maintenir le contact pour nous donner des informations réciproques pour faire connaître notre point de vue, le point de vue de la Côte d'Ivoire. De Pretoria, nous sommes allés à Cape Town pour visiter la prison de Robben Island, où a été détenu pendant 18 ans le président Nelson Mandela sur ses 27 années de prison. J'ai eu l'occasion de voir sa cellule et aussi de visiter l'île. À sa sortie de prison, la Côte d'Ivoire faisait partie des 3 pays qu'il a visités avant les premières élections démocratiques en 1994 en Afrique du Sud, et que j'avais également visité l'Afrique du Sud en 1995 à l'occasion de sa prise de fonction comme premier président noir de l'Afrique du Sud. Je dois dire que nous devons tous nous rappeler la lutte historique de Madiba pour la liberté, l'égalité des droits et la dignité, ainsi que ses actions en faveur de la paix et de la réconciliation. Et j'ai indiqué que d'ailleurs, il avait été récipiendaire du prix Félix Houphouët-Boigny de l'UNESCO pour son action et sa disponibilité et surtout son attention par rapport à tout ce qui concerne les questions donc de réconciliation. Alors il laisse un héritage important pour notre continent, pour les générations actuelles et futures, et bien sûr que chacun de nous doit tenter de perpétuer. C'était assurément un très grand homme qui a contribué à la liberté et à la mise en place d'institutions démocratiques dans son pays, et il a participé au règlement de la crise au Burundi et dans d'autres pays. En Afrique du Sud, nous avons à peu près 800 compatriotes, et j'ai demandé au ministre Ali Koulibaly ainsi que la ministre Kandia Kamara et à Djoumani et la ministre qui m'accompagnait de recevoir les membres de la communauté ivoirienne, qui sont à peu près 800. Ils ont été félicités pour le comportement exemplaire dont ils font preuve dans le pays d'accueil. Ils ont posé, bien sûr, les questions habituelles, notamment le problème de visa, le problème de logement ici en Côte d'Ivoire. Et donc, toutes ces questions seront examinées par Madame la ministre d'État, comme elle le fait pour les autres pays que nous visitons. Alors, pour terminer, je voudrais dire que cette visite véritablement historique a été mémorable et elle permet de renforcer davantage nos relations et également notre partenariat avec un pays important du continent. Et je peux dire qu'il faut que cette coopération sud-sud continue de se développer, et dire que je remercie le président Cyril Ramaphosa et le gouvernement et le peuple sud-africain pour l'hospitalité qui nous a été offerte, et aussi dire que c'est un pays que nous connaissons, puisque l'Afrique du Sud a contribué au retour d'une situation de démocratie et de paix en Côte d'Ivoire, et de nombreuses négociations ont eu lieu à Pretoria, et donc je me suis réjoui de ce que maintenant je pouvais leur dire que grâce à leurs efforts, aux efforts de l'Union africaine, mais des autres pays, mais surtout à la disponibilité des Ivoiriens, que la Côte d'Ivoire est en paix et qu'il y a de bonnes perspectives dans notre pays, et que cette paix est quelque chose de très cher pour les Ivoiriens, et ceci nous avait manqué pendant une décennie, et que je pensais maintenant qu'elle est devenue irréversible. Et ceci explique les nombreux contacts que nous menons en ce moment avec mes prédécesseurs et avec la classe politique.
Le président de la République, Alassane Ouattara, de retour d'Afrique du Sud à quelques jours du 7 août. La Côte d'Ivoire célèbre sa fête d'indépendance. L'événement sera célébré à Yamoussoukro, dans la capitale politique. L'an 62 se prépare à tous les niveaux. En plus de la prise d'armes, du défilé militaire, les civils seront aussi impliqués. Les étudiants de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody s'activent. Vous allez le voir dans ce reportage de Abou Sanogo. Les répétitions vont bon train. Université Félix Houphouët-Boigny. L'heure est aux répétitions avant le grand défilé du 7 août à Yamoussoukro. Les étudiants de toutes les facultés travaillent les derniers mouvements et enchaînements. Ici, tout est mis en œuvre pour présenter un bien meilleur visage le jour J. Défilé devant le président de la République, Alassane Ouattara, et toute la nation. Tout en honneur pour ses étudiants. Dès que j'ai eu l'information qu'il existait un tel événement, j'y suis venu de bride abattue parce que c'est un honneur de représenter l'université devant les autorités gouvernementales de notre pays. Cela va dans le contexte de non seulement nous former côté civisme et nous éduquer de pouvoir respecter ici les valeurs démocratiques républicaines de notre pays. Mais le début n'a pas été facile. C'est vraiment difficile, puisqu'ils ne sont pas habitués au sport. Mais au fil du temps, ils sont adaptés et ça se passe très bien. Ici sont pris en compte tous les étudiants des différentes facultés, sans stigmatisation. On doit montrer à la nation et aux autres personnes que les personnes en situation de handicap sont capables aussi de faire ce que des personnes valides font. Et ça m'a motivé, ça m'a fait le courage de faire partie de ce défi. Ces étudiants sont tous confiants. C'est du jamais vu et l'université Félix Houphouët-Boigny sera dignement représentée ce jour-là. J'en suis convaincue, car je sais de quoi les étudiants sont capables. Jusqu'au bout, pour la patrie. Ils sont à leur 10e jour de répétition et tous les aspects sont passés au peigne fin. L'alignement dans les colonnes, l'attaque du sol par le talon, le balancement des bras et le maintien de la cadence. C'est toutes les composantes de l'université et c'est un mélange total. Ils sont au nombre de 91, ils vont bien répondre parce que la discipline y est. L'université Félix Houphouët-Boigny défilera aux côtés des forces de défense et de sécurité et des corps paramilitaires, ainsi que des universités et écoles supérieures de Côte d'Ivoire. Et alors que se prépare le défilé du 7 août, les énarques, eux, s'engagent à promouvoir une administration publique de qualité, un engagement pris lors de la 2e édition de la journée des énarques. La ministre de la fonction publique, Anne-Désirée Ouloto, invite à relever les défis du fonctionnaire nouveau. On le voit avec Godefroy Okambawa. L'ENAC, au cœur des performances de l'administration publique. C'est à travers ce thème que le réseau des diplômés de l'École nationale d'administration de Côte d'Ivoire s'engage à contribuer à améliorer la qualité du service public. Nous souhaitons faire la promotion de l'ENA de Côte d'Ivoire, œuvrer à la promotion de nos membres, fournir des réflexions en vue de proposer des solutions aux problèmes qui se posent à l'administration publique. Dans cet élan de l'engagement pris, les ministres Pascal Abina Kouakou et Anne Ouloto ont invité les ENAC à être un véritable outil au service du développement. Je me réjouis de la haute conscience que vous avez de votre place et surtout de l'importance de votre rôle dans la gestion et l'organisation de cette administration. Chers ENAC, il convient cependant de soumettre à votre réflexion l'urgente nécessité pour vous de porter les actions de promotion des valeurs éthiques, citoyennes et républicaines dans la vie des fonctionnaires et agents de l'État, et singulièrement chez ceux qui sont chargés de gérer les affaires publiques. La journée de l'ENAC est à sa 2e édition. À cette occasion, une conférence a été dite par le directeur général du Trésor et de la comptabilité publique, Jacques Assaouré-Conan, lui-même ENAC et auteur de l'ouvrage « Réinventer le service public, regard de manager ».
Le gouvernement met aussi en œuvre l'opération Zéro enfant dans les rues. Le ministère de la Famille, de la Femme et de l'Enfant s'est rendu au centre d'éducation spécialisé de Makori, zone 4. C'est dans ce centre que sont logés les 200 enfants retirés de la rue. Cette visite a permis à Nassénéba à Touré de les rassurer. Le gouvernement entend améliorer leur situation. Le reportage de Khalil Diomandé, Issa Tchonayo. Centre d'éducation spécialisé de Makori, zone 4. C'est ici qu'est recasé la centaine d'enfants retirés dans les rues le vendredi 29 juillet dernier par les équipes du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Il est un peu plus de 16 heures quand la ministre Nassénéba Touré arrive sur le lieu pour s'imprégner de l'état de ses membres. Elle est accueillie avec toute la chaleur humaine. Après l'accueil, place à un échange. Vous allez voir qu'on va trouver des bonnes solutions définitivement et dans quelques mois, quand les gens vont vous voir, ils ne vont pas vous reconnaître. Vous serez propre, vous serez beau, il y aura des personnes. Surtout moi, je serai toujours là pour vous donner de l'amour. À l'issue des discussions, la ministre s'invite aux séances d'identification et d'écoute. Cet exercice mené par les maîtres d'éducation spécialisés vise à répertorier les informations les plus substantielles sur chaque enfant. Jonas Boabré avait établi domicile dans la rue depuis une dizaine d'années. Il affiche sa satisfaction d'avoir pu rejoindre ce centre d'accueil. Je suis content d'être ici. Ici, tu peux jouer comme tu veux. Ici, là, il y a tout. Il y a la nourriture, tu peux manger. Tu peux te laver chaque jour. Ils ont payé les habits pour nous, ils ont payé les laquais pour nous, ils ont payé les éponges. Donc il leur dit merci. Le phénomène des enfants de la rue occupe une place de choix dans la politique du gouvernement ivoirien. Ce qui a été fait pour la centaine d'enfants que nous avons recueillis, la prise en charge psychologique continue. Les 37% des enfants de la rue sont de la sous-région. Nous travaillons en étroite collaboration avec les chancelleries de nos pays frères qui sont là et la majorité de ces enfants sont encadrés dans nos centres socio-éducatifs et retournés dans de meilleures conditions vers leur pays pour retrouver leur famille. Le projet Zéro enfant dans les rues poursuit son cours. Il demeure un perpétuel combat pour Nassénéba Touré et son équipe. La ministre continuera d'investir les différentes communes de la capitale économique ivoirienne à l'effet d'extraire le maximum d'enfants de ces zones à risque. Je vous emmène dans le nord du pays. Le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire luttent contre la vulnérabilité des populations frontalières. Les deux pays concrétisent alors leur détermination. À l'Ali-Rabat, dans le département de Ouangolo, ils ont lancé un projet de consolidation de la cohésion et de prévention des conflits. 2,6 milliards de francs CFA investis dans les actions de renforcement de la paix. Le reportage de Walter Amadou Ouattara. Après une journée d'échange relativement à l'amélioration de la quiétude aux frontières Burkina Faso-Côte d'Ivoire, ces jeunes et ces maires font des propositions. Ouvrir la frontière entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, mettre en place un cadre de concertation avec une forte implication des adolescents et les jeunes. La formation de conseillers et conseillères communautaires en cohésion sociale pour les sensibilisations en vue d'un changement de comportement durable. En réponse à ces recommandations, le système des Nations Unies conduit le projet de renforcement de la bonne gouvernance des zones frontalières. Le PNUD et l'UNICEF en sont des partenaires opérationnels. En renforçant la cohésion sociale, la sécurité et la résilience des populations à travers ce projet, nous voulons contribuer à réduire la vulnérabilité des populations. Ce sont plus de 20 000 personnes dans les 18 villages à deux côtés de frontières qui en bénéficieront. 2,6 milliards de francs CFA, un montant alloué par le Fonds pour la consolidation de la paix des Nations Unies. Ce montant va servir également à contribuer au développement local entamé au mois de janvier dernier pour s'achever en décembre 2023. Le cadre d'une gestion concertée s'impose. L'accès aux services sociaux de base
à la gestion des ressources naturelles partagées, au développement des espaces transfrontaliers se pose aujourd'hui à nous. Cette situation nous appelle à accorder une attention constamment soutenue à ces espaces et à renforcer plus que jamais nos liens de fraternité et de coopération. Les populations des régions des Cascades au sud-ouest du Burkina Faso, ainsi que celles du Tchologo et du Boukani en Côte d'Ivoire, sont les principales bénéficiaires du projet. Le représentant du Premier ministre, Patrick Achi, président de la Commission nationale des frontières, souhaite une grande implication de la cible. Je voudrais vous exhorter à vous saisir de ce projet, car c'est pour vous qu'il a été élaboré et c'est vous qui en êtes les bénéficiaires directs. Chère population, le Premier ministre me charge de vous dire qu'au-delà de ce projet, la paix est quelque chose d'indispensable à tout acte de développement. À ce lancement officiel du projet tenu à l'Alé-Rabat, Côte d'Ivoire, les communautés burkinabées et ivoiriennes ont défilé et exécuté des pas de danse pour démontrer l'harmonie qu'elles entretiennent. Autre temps fort, la remise d'équipements aux forces de sécurité chargées de l'immigration frontalière. Ensuite, les membres des commissions nationales des frontières des deux pays sont allés voir de plus près les réalisations de ce projet, singulièrement le volet d'adduction en eau potable. En santé, des journées scientifiques de la Société de gynécologie et obstétrique de Côte d'Ivoire, le cancer du col de l'utérus et l'hémorragie postpartum. Au centre des échanges, les spécialistes et prestataires sont venus des 113 districts sanitaires du pays. Ils ont échangé sur les premières causes de mortalité chez la femme. Michel Mambo. Plus de 640 prestataires de santé issus des 16 sections régionales de la Sogossi ont pris part durant 2 jours à ces assises à Gagnoa. Dépistage et traitement du cancer du col de l'utérus, infection en gynécologie, les thèmes abordés. L'hémorragie après l'accouchement constitue la première cause de mortalité maternelle en Côte d'Ivoire selon la Sogossi, Société de gynécologie et d'obstétrique de Côte d'Ivoire. Pour une prise en charge efficace des pathologies, les nouvelles directives de l'OMS en matière de santé de la reproduction sont recommandées. On peut réduire de façon considérable ces hémorragies, simplement en suivant bien et correctement les consultations prénatales, en préparant l'accouchement. Donc en ayant un certain nombre de moyens, si on le fait, on diminue la mortalité pratiquement de moitié. L'un des pères fondateurs de la Sogossi, professeur Anongba dans Haut-Simplice, a expliqué le bien fondé de telles rencontres scientifiques pour les prestataires de santé. C'est nécessaire d'abord parce que toute la connaissance doit être revue. Il faut progresser. S'il n'y a pas de rencontres scientifiques, comment on peut confronter nos pratiques pour dire quelle est la meilleure attitude? Et ça nous permet ensuite d'actualiser les connaissances. Sans connaissance, on a un danger pour la population. La Sogossi, présidée par le professeur Serge Boni, compte plus de 440 gynécologues et 6000 sages-femmes. Et la section du Go Lodibois est la première à abriter ces assises à Gagnoa. Et dans l'actualité politique, l'Organisation des jeunes libéraux de Côte d'Ivoire était face à la presse. L'Ivoirien Idriss Ouattara occupe désormais le poste de vice-président de la jeunesse libérale pour l'Afrique. Cette rencontre avec les journalistes était une occasion pour présenter les prochaines actions du libéralisme. Souleymane Doni Songui, Lanciné Bakayoko. La 50e Assemblée générale de la Fédération internationale des jeunesses libérales s'est tenue à Dakar au Sénégal du 16 au 19 juin 2022. Cette rencontre internationale a vu l'élection du président de l'Organisation des jeunes libéraux de Côte d'Ivoire au poste de vice-président de la jeunesse africaine libérale pour l'Afrique de l'Ouest. Nous accueillons l'élection de notre président qui a eu lieu à la 50e édition du sommet de l'AG avec joie. Et moi, je pense que ça nous permet de comprendre que notre combat il n'est pas vain. Ça nous donne encore la force de pouvoir lutter afin que la jeunesse, l'Afrique comprenne qu'avec le libéralisme, on peut tout faire. Être dans un pays de paix, dans un monde de paix, afin d'atteindre les objectifs futurs. La Côte d'Ivoire est considérée comme le nid du libéralisme en Afrique. Et il est important que nos compatriotes, hommes ou femmes, occupent différents postes de responsabilité à travers le continent ou à travers le monde. Donc c'est une fierté pour la Côte d'Ivoire. Et le vice-président de la jeunesse africaine libérale pour l'Afrique de l'Ouest, Idriss Ouattara, présente ses axes prioritaires.
Nos axes prioritaires, c'est déjà l'identification des organisations à consonance libérale. Nous mettons en tout cas ce mandat sous le sceau de la communication, sous le sceau du développement du leadership, sous le sceau de la formation des jeunes. Cette Assemblée générale de la Fédération internationale des jeunesses libérales était placée sous la présidence du président de la République du Sénégal, Macky Sall. Outre l'élection de l'Ivoirien, plusieurs jeunes Africains ont été choisis à la tête de cette structure, notamment Clément Boadi du Ghana, élu au poste de secrétaire général, et Moussa Sow, originaire du Sénégal, élu trésorier. Et vous le savez, c'est une tradition dans le 20h, les samedis. Il est temps de passer au tour de l'actualité consacrée à la culture. Le professeur Amoa Urbain relance le festival de la route des reines et des rois. Il préconise la création de la chambre des guides de communautés et de leaders religieux. Une proposition qui va dominer les travaux de la 11e édition du Festi-Roi. On le voit avec Issa Tunan Yeo. Le Festival international de la route des reines et des rois, Festi-Roi de retour après 8 ans d'absence. L'information est donnée par le professeur Amoa Urbain, initiateur du festival. En invitant l'État à se pencher encore une fois sur la nécessité de créer une chambre des guides spirituels et des leaders religieux, c'est de faire en sorte que cette plateforme constitue un organe consultatif, car en fait nous sommes dans un État laïque. Et un État laïque ne peut peut-être pas créer une chambre des guides religieux, mais en qualité de chambre consultative, c'est possible et nous souhaitons de tout cœur que cela soit. Cette année, le festival ouvre une lucarne sur les chefs des communautés et les guides religieux. Avant, les rois, dans leur prise de décision, consultaient les prophètes. Il y avait l'harmonie. Et nous pensons que la Côte d'Ivoire en a vraiment besoin. Et c'est pourquoi nous ne ménageons pas d'efforts pour contribuer à la mise en place de cette chambre. Cette initiative, ça vient compléter. Et nous sommes heureux, d'ailleurs, et nous voulons encourager les initiateurs, les encourager pour qu'ils aillent jusqu'au bout. Nous, on fera la prière et on les accompagnera dans la prière. Invité spécial du Festi-Roi, le général Gueux-Michel invite l'ensemble de la population à la cohésion sociale. Le temps d'aller à la paix définitive en Côte d'Ivoire est arrivé. Le président Alassane Ouattara en a donné, n'est-ce pas, le ton, en recevant il y a quelques jours de cela ses deux prédécesseurs, que sont le président Ali Kouna Bédié et le président Laurent Gbagbo. Et ça, je pense que c'est dans le cadre de la paix. Et donc, autant que nous sommes les Ivoiriens et les Ivoiriens, nous devons emboîter ce pas-là, mettre nos pieds dans leur pas, n'est-ce pas, afin d'aller résolument à la paix. Cette 11e édition du Festi-Roi est prévue du 1er au 8 août 2022 à Abidjan et à Yamoussoukro. Un livre pour raconter Alfred Damboussa, un journaliste professionnel et directeur général de l'ISTC, l'Institut Polytechnique des Sciences et Techniques de la Communication. La vie et la passion de l'homme des médias est écrite par Ewe Jean-Marc, une œuvre que l'on voit avec Patricia Omouetia qui était à la dédicace. L'ouvrage retrace en 167 pages le parcours professionnel de Alfred Damboussa, journaliste ivoirien et directeur général de l'ISTC Polytechnique. Un parcours de vie académique et professionnelle dont l'itinéraire est traduit dans une œuvre biographique de l'écrivain Jean-Marc Ewe. À travers cette œuvre, l'auteur rend hommage et signe sa reconnaissance à son mentor, appelé affectueusement Papa, lit-on en couverture. Critique de l'œuvre, Zio Moussa a relevé la qualité et la simplicité de l'écriture, la qualité du sujet traité et l'importance des témoignages recueillis par l'auteur. Jean-Marc Ewe est diplômé de l'ISTC Polytechnique, chargé de communication à l'École nationale d'administration, marié et père d'un enfant. Alfred Damboussa, une vie et une passion pour le journalisme, est la première œuvre littéraire de l'auteur Jean-Marc Adjé Ewe. Nous retrouvons notre invité, M. Issoufou Ouattara. Vous êtes le commissaire général de la semaine du Kroubi et la 6e édition vient de prendre fin. C'était du 9 au 11 juin 2022 à Bandoukou. Et comment s'est passée d'abord cette 6e édition à Bandoukou? Oui, il faut dire que nous étions quand même satisfaits parce qu'on a commencé timidement, dû au fait qu'il y avait quelques problèmes de famille dû au grand imam de Bandoukou. C'est très important. Mais très rapidement,
l'adrénaline est montée et nous avons corrigé, comme je l'ai dit tantôt, tout ce qui n'était pas bon pour les éditions antérieures. Donc très rapidement, nous avons reçu les motards d'Animer le Gros pour faire la sensibilisation sur le CAX. Et puis les thématiques se sont mises en place parce qu'il y avait des panels. Un particulièrement a retenu notre attention, c'était celui donc du panel sur la culture de hors-sol. Parce qu'en ce moment d'insécurité alimentaire, avec tout ce qu'il y a comme crise au niveau du monde, nous nous battons pour que nous trouvions à manger et chez nous et localement, notamment à travers les cultures du riz, du manioc, et ainsi de suite. Et la région du Gontougou, particulièrement le district du Zanzan, est une région fortement agricole. Donc nous avons basé les thématiques sur ces points qui sont donc l'agriculture, l'impact du tourisme sur la région à travers la semaine du Kouroubi. Et j'avoue que nous étions satisfaits. Alors les problèmes qu'il y avait au départ, c'était des problèmes liés à l'organisation. C'était de quelle nature? Non, pas forcément. Vous savez, l'histoire de Bondoukou, on vous dit la ville aux 1000 mosquées. Bon, ça, je m'incline encore au hommage. Le grand imam, le même jour, avait perdu sa femme. Ce n'était pas lié à l'organisation. Nous étions solidaires de cet acte. Nous avons voulu même annuler donc, la cérémonie. Il nous a dit non, que ce n'est pas possible. C'est la volonté de Dieu, il faut y aller. Il nous a amené un représentant, nous avons apprécié. La tristesse était là au départ, mais très rapidement, les choses se sont mises en place. Alors, cette question nous emmène justement sur l'origine même du Kouroubi, qui est avant tout une célébration religieuse. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous avez transformé, donc, partir de la célébration religieuse pour arriver à un événement finalement culturel et très populaire? C'est une véritable alchimie. Vous savez, pendant la nuit de destin, la nuit de les lettres cadres, le Kouroubi se tient à Kong, à Bondoukou, au Mali, au Burkina, au Ghana, partout. Nous avons été élus... Ici en Côte d'Ivoire aussi, dans d'autres régions? Oui, bien sûr. Je vous dis, à Monkono, à Kong, à Bondoukou, à Dabakala, à Korogo, ainsi de suite. Quand vous prenez le 8e parallèle, toutes ces zones-là font le Kouroubi. C'est très connu. Et la particularité de Bondoukou, c'est que ça s'est fait sur des échafaudages à 3 mètres où des jeunes filles, dit-on vierges, viennent s'exhiber. Et vraiment, c'est très festif. En ce moment-là, les femmes, c'est une véritable opportunité de cohésion sociale puisque tout le monde s'est réuni et ça permet de régler un certain nombre de choses. Ceux même qui ne sont pas de la ville viennent et nous avons eu le nœud creux en tant que président de chambre de commerce de la région pour dire que cette opportunité, ce label qui est très vendu, nous nous sommes appropriés, on a parlé avec les reines mères des différents quartiers et nous avons fait un Kouroubi bis. C'est-à-dire? C'est ce que nous avons appelé la semaine du Kouroubi. Sinon, le Kouroubi original, il s'est fait chaque année, depuis des siècles, pendant le mois de Ramadan. Le nôtre, nous l'avons décalé pendant le mois de juin. C'est pour cela que nous sommes à la 6e édition. Et on réplique ce qui s'est fait dans chaque famille sur un espace restreint où toutes les familles viennent, parce que ça contribue également à la cohésion. Au lieu que les autres fois, chaque famille est devant sa concession, sa porte, nous les réunissons, ils cohabitent et ensemble, on fait la fête et on profite pour faire des expositions, on profite pour... On parlera de tout ce qu'il y a autour de cet événement culturel. Voilà. On va regarder justement ce que disent sur cette semaine du Kouroubi, Serge Parcom Didi et Grace Kando. Du Kouroubi est un événement culturel qui existe depuis des décennies. Vu les potentialités culturelles et agricoles du district du Zanzan, les initiateurs et certains élus de la région du Gontougou décident de donner une dimension économique à l'événement, ce en partenariat avec la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire. Depuis 2017, la semaine du Kouroubi réunit sur un même espace des acteurs économiques venant de la sous-région et des partenaires extérieurs. La première édition a réuni 2000 participants. Ils encouragent les organisateurs à pérenniser cet événement qui est maintenant à sa 6e édition. Le tourisme et l'agriculture, catalyseurs du développement socio-économique inclusif et de réduction de la pauvreté, c'est autour de ce thème que s'est déroulée l'édition 2022 de la Semaine du Kouroubi, du 9 au 11 juin dernier. Conférences, partage d'expériences, animations culturelles, échanges, découvertes ont marqué ce rendez-vous culturel.
Faire découvrir la région du Gontougo, en particulier le Zanzan, son attractivité et ses opportunités d'investissement, entre autres objectifs que vise la semaine du Kroubi. Alors justement, la semaine du Kroubi, c'est surtout ces opportunités d'affaires qu'il y a autour. Alors comment vous développez cet aspect de l'économie locale? Vous savez, quand vous partez du néant pour arriver à quelque chose, ce n'est pas très évident, mais nous y avons réussi. C'est pour cela d'ailleurs qu'on nous cite en référence. Il y a 3 jours, le ministre du Commerce, permettez que j'en parle, parce que c'était une joie pour nous, devant les 3 chambres consulaires de Côte d'Ivoire, celle de métier, d'agriculture et de la chambre du commerce, nous a cité en référence. Parce que vous voyez, aujourd'hui, l'agriculture nourrit son homme. Il faut aller au fond de cela. Quand vous prenez la région de Bondoukou, la noix de cajou est la meilleure qualité de toute la Côte d'Ivoire et du monde. J'étais dernièrement au Vietnam, je peux vous le dire, et elle est très prisée. C'est très important. Si vous le dites. Oui, et ensuite, il y a le riz. Il y a tout un plateau de terre arable très important. Moi-même, je suis dans le domaine du riz. Quand vous assemblez tout ça, il y a la tomate. La tomate de Bondoukou est la plus grande région où il y a beaucoup de tomates qui viennent ici, au marché Gouro et tout ça. Donc, il faut organiser les jeunes. Ça permet de lutter contre aussi l'insécurité. Parce que quand les gens n'ont rien à faire, la loisiveté, vous savez... Et quand vous faites ce que nous demandons, ce que nous enseignons, ce que nous proposons, vous gagnez votre vie, honnêtement. Et vous êtes occupé. Et je pense que le pouvoir public doit nous soutenir. Et c'est le cas de dire merci aux uns aux autres, ou surtout au préfet des régions qui, de façon républicaine, répond à toutes nos invitations. Alors, de façon concrète, vous avez parlé d'opportunités, c'est ce que vous proposez en termes de développement des activités, en citant les jeunes qui peuvent initier les choses. Mais vous-même, concrètement, qu'est-ce que vous leur proposez afin qu'eux, pas derrière, puissent prendre le relais? C'est un centre incubateur, la formation. Les panels que nous faisons, tout à l'heure, je vous disais, l'un des panels qui était très important, nous leur disons comment il faut s'y prendre. La procédure et les structures que nous invitons viennent et leur expliquer comment il faut s'y prendre pour faire, par exemple, des niches de miel. Le miel est très vendu. Ensuite, il y a une structure de l'État, que je ne veux pas faire de publicité. On leur apprend à faire ce qu'il faut faire et on leur donne les pistes. Il y a une banque de la place qui ne réside pas à Bondoukou, telle que nous avons développée, est venue voir comment s'installer et encourager les gens. Parce que tout ça aussi, quand vous le faites sans argent, ce n'est pas évident. Nous avons choisi notre credo, c'est très clair. L'agriculture pour nourrir donc la population et faire du business avec. Et je pense que nous devrons être suivis dans ces chemins-là. Et parce que notre expérience aujourd'hui, je le dis tout modestement, est encouragée par... Ça, vous l'avez dit tout à l'heure. Alors, voilà. Au bout de 6 éditions, on peut, je pense, faire un premier bilan sur les impacts de cette semaine du Kroubi. Alors, qu'est-ce que cela a véritablement apporté déjà au niveau local, avant peut-être d'ouvrir? Kolo Koulibaly, vous voyez, désormais, quand moi je suis à Bondoukou, on me demande, Président, la prochaine édition, c'est quand? Les hôteliers, les chauffeurs de taxi, les tenanciers de maquis, les responsables de stations essence. À présent, la dernière fois, il y avait des voitures, ils nous ont pris beaucoup d'essence. La prochaine édition, c'est quand? Vous voyez, l'argent déjà, ça tourne. fait tourner, oui. L'argent tourne. Et cet exemple-là, nous entendons le pérenniser. Les hôtels, aujourd'hui, ont changé de style à Bondoukou. Mais sauf que ça s'est fait seulement sur une semaine. Alors, je veux que peut-être on parle d'autres choses, notamment l'aspect cohésion que cela apporte à la région et même au niveau national. Chaque année, par exemple, vous invitez un pays et aussi des communautés au niveau local ici. C'est une manière de parler de cohésion sociale, de parler de vivre ensemble, ce brassage. Oui, merci beaucoup. Cette année, nous avions reçu la communauté bédinoise locale à Bondoukou et ensuite la communauté Senoufo. Mais rassurez-vous, moi je suis donc de la communauté Tchagba de Benzerville et les générations d'Ogbo sont venues à Bondoukou. De Benzerville à Bondoukou, voyez ces brassages, c'est extraordinaire. Je profite pour saluer donc mes parents de Benzerville. Un Ouattara, bon, à Benzerville, on m'appelle Niamie Ouattara. Et voilà, ce modèle-là qui est très clair, ce n'est pas du virtuel.
tout le monde a vu les gens à Bondoukou. Et ça, c'est très bien. Alors, donc, vivement, on dira la 7e édition. Ce sera l'année prochaine, en 2023. Oui, le 8, 9 et 10 juin 2023. Les dates sont très connues, nous sommes très clairs. Et notre site est visitable, www.lasemainedecourby.com. Et tout ce que vous voulez là-dessus, très clairement, notre agenda est clair et précis. Merci, monsieur Issoufou. Oui, c'est moi qui vous remercie. Avant, donc, je pense, de pouvoir clore, je vous laisse ça en souvenir de mon passage et vous donnerez au directeur général et à vous-même. On pourrait peut-être voir ce que c'est. Ce sont les écharpes. Ce sont les écharpes. Merci. Et puis, je profite pour saluer, donc, bien entendu, tous nos partenaires, le préfet de police. Sauf que malheureusement, c'est terminé. Merci beaucoup, Issoufou Ouattara, commissaire général de la semaine du Kouroubi. Et ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actualité, 23h. Ce soir, le sage nous apprend que où l'on voit les traces du chat, inutile de chercher celles de la souris. Dieu le voulant, on se retrouve demain.